Bonjour à tous. Bon, alors je vais commencer par ça. Oui, les Républicains on s'est pris une belle dérouillée aux élections présidentielles 2022. Ça c'est dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, on ne dépose pas les armes, loin de là. On a décidé donc de prendre une position claire là, donc sur la pression qui est actuellement sur qui vote au deuxième tour. Donc les Républicains ont clairement établi qu'ils n'étaient pas fongibles dans le macronisme ni dans le pénisme, ce qui veut dire qu'en gros c'est la fameuse position du Nini et puis qui se résume à une chose où les gens feront bien comme ils veulent, hein, ils sont grands. Donc c'est pas un parti comme les Républicains qui donne des instructions de vote précises, votez ci, votez ça. Il y a quelques initiatives individuelles et personnelles, c'est leur choix, mais les Républicains n'auront pas d'ordre de vote global. Euh, Ça veut dire aussi que nous, on va continuer à se bagarrer pour les législatives parce qu'on porte une voix, une alternative, hein, que ce soit à Le Pen ou à Macron. On peut se permettre, parce qu'on est les derniers, vraiment, enfin, on a encore un particularisme, même plusieurs, mais bon, surtout un qui, moi, me vient à l'esprit, c'est on est le dernier parti en France qui dit que la bonne gestion de l'argent public, c'est nécessaire, que la dette, c'est pas une bonne chose, que le déficit public, c'est pas une bonne chose, et qu'il faut gérer au mieux. C'est pas les trois premiers là qui sont des paniers percés qui ont ce discours-là, hein, parce qu'entre l'argent caché chez les riches, le quoi qu'il en coûte, et le je vous en parle pas parce que je sais pas comment je ferai, donc on verra bien sur le moment. Euh, Il n'y a pas ça, voilà. Donc, vous savez que dans la 5ème République, on dit que le président fait ce qu'il veut parce que l'Assemblée, bah, si elle est à sa botte, c'est des Playmobil et puis que le gouvernement fait ce qu'il dit. Par contre, si l'Assemblée n'est pas justement à sa botte, et voire totalement opposée, et que le gouvernement est totalement aussi opposé au président, bah, le président il ne sert à rien. Donc on a encore un moyen de neutraliser les effets de cette élection présidentielle bien étrange. D'ailleurs, il y a deux points que je voudrais vous parler après. Donc voilà, on est là-dessus. Oui, je vous disais, il y a deux choses moi qui m'ont vraiment vraiment marqué. La première, c'est le vote utile. Bon sang, j'ai jamais vu une réaction de vote utile, de stratégie de vote, déjà prise au dernier moment dans l'isoloir par beaucoup de monde, de pour qui je vais voter pour éviter quelqu'un. En gros, c'était la question de tout le monde. C'était la question de gens à droite qui, voyant Mélenchon remonter, se sont dit est-ce que je dois voter Le Pen pour éviter d'avoir Mélenchon au second tour face à Macron? Parce que je ne veux ni l'un ni l'autre, ce serait l'enfer. Et c'est des gens qui ont voté Mélenchon en se disant bon sang, il y a un coup pour la gauche d'être au second tour, votons utile, ça vidanger les écolos. Et puis il y a des gens qui ont dit on va voter Macron parce que les extrêmes c'est pas possible, ça vidanger écolo et l'air, enfin voilà. Puis d'ailleurs, même le vote sur Le Pen a vidangé un peu les LR, même si c'est plus Zemmour que je pense qu'il nous a fait mal. Mais voilà, donc c'est vraiment un truc qui moi m'a marqué. Et puis dans ce vote utile, il y a aussi un vote qui a noté, un vote d'intérêt, je dirais, un vote communautariste de gens qui ont vu en Mélenchon la meilleure solution pour éviter bah, le Marine Le Pen, Zemmour, tout ça. Sans être forcément très très pro-Macron, ils ont voté Mélenchon parce que peut-être plus multiculturaliste, plus compatible avec leur vision de la société. Alors bien sûr, hein, c'est pas quelque chose d'unitaire, hein, c'est pas parce que vous êtes issu de l'immigration que vous avez voté Mélenchon, mais quand vous voyez les résultats dans les quartiers nord Marseille ou dans le 93, on peut clairement dire qu'il y a eu un vote communautaire sur Mélenchon qui a joué. Ça a fait monter la participation par rapport à ce qu'on craignait, et surtout ça a donné des points supplémentaires à Mélenchon par rapport au sondage de vendredi avant le premier tour. Donc voilà, mais là c'était vraiment impressionnant. On a vu des gens dans les bureaux qui n'avaient jamais voté alors qu'ils pouvaient le faire depuis 30 ans. Moi, ça m'a vraiment marqué. Et puis bon, ces résultats sur certains territoires indiquent que ce que je vous dis est plus que vrai, quoi. Voilà. Donc ça, c'était le vote utile. Et la deuxième chose, c'est les clivages. Alors, on nous a dit que le clivage gauche-droite, il n'existait plus, que c'était fini, que c'était le passé, qu'aujourd'hui c'était nationaliste contre progressiste, que c'était les nationaux contre les mondialistes. Tout ça, c'est de l'écume et ça explique pas grand-chose quand vous regardez cette ligne de fracture. Vous avez des pro-européens un peu de partout, des anti-européens dans tout, enfin, des gens qui sont progressistes. Enfin, peut-on dire que Mélenchon n'est pas progressiste? Sociétalement, il l'est. Par contre, sur l'Europe, il n'est pas du tout mondialiste. Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est pas aussi simple que c'est pas un clivage qui fonctionne aussi bien que le prétendent Macron et Le Pen. Moi, j'ai une vision, un clivage, enfin une vision, une grille de lecture qui m'aide beaucoup. Alors, je vais vous ramener au temps de la République romaine, hein, on est avant Jésus-Christ là. Euh,
Il y avait des factions au sein de la République qui s'appelaient les optimates et les populares. Donc les optimates, c'était l'aristocratie romaine qui contrôlait l'État, qui avait aucune volonté que ça change, hein, parce que tout fonctionnait selon ses intérêts. La religion, la fiscalité, la justice, tout alors allait bien, donc pourquoi changer? Et à côté de ça, vous aviez les populares, dont le plus célèbre est César d'ailleurs, qui eux voulaient s'appuyer sur la plèbe, ses revendications, pour essayer de modifier le fonctionnement de l'État. Alors ça a été les Gracques avec la fameuse phase de l'Aventin là, pour la réforme agraire, hein, pour que les optimates s'approprient moins les terres publiques et qu'il y en ait plus pour tout le monde. Ça a été la problématique de la dette des plus pauvres qui les réduisait en esclavage. C'est la problématique de la gratuité du blé, de l'alimentation. Enfin voilà, des choses somme toute bon, assez romaines, mais qui parlent un peu toujours hein, sur le pouvoir d'achat. Cela se faisait aussi sans vraiment classe sociale, parce que vous aviez des consuls, des sénateurs de familles très riches qui étaient populares et de simples équitesses, des chevaliers aux revenus très modestes, moyens on va dire, qui étaient optimates et dont les clientèles aussi populaires se répartissaient entre les deux clans. Hein, souvent la politique était différente à l'époque. Voilà, et donc quand vous reprenez ça, maintenant vous vous dites qu'en France, il y a la France qui va bien, qu'il n'y a pas besoin de changer les choses, surtout pas, parce que le salaire tombe tous les mois, qu'il n'y a pas trop de problèmes de sécurité dans le quartier, que, écoutez, les écoles, ça va, de toute façon, ils sont dans le privé, et puis on a aussi le temps de faire un peu d'écologie politique, parce que pour l'éthique, c'est bien. Bah, vous vous retrouvez avec des optimates en France que sont Macron et les écologistes, et une partie des LR aussi, hein, où il y a des gens qui vont très bien. Parce que bon, l'écologie politique, moi, la justice sociale, c'est marrant quand un écologiste vous parle de justice sociale, vous avez l'impression que c'est une ligne éthique qu'il faut mettre dans un document, et c'est pas aussi viscéral qu'un militant France Insoumise qui est en train d'hurler sur un marché. Voilà, donc voilà, moi je mets cette classe optimate là-dedans, et puis vous avez les populares, où là, vous avez la droite-gauche hein, qui existe encore, parce que les populares de gauche, c'est Mélenchon, et ceux de droite, bah, c'est Zemmour et Marine Le Pen. Alors si leurs électorats, du moins entre Le Pen et Mélenchon, sont plus ou moins perméables, Mélenchon et Le Pen ne peuvent pas se voir en peinture, et là il y a vraiment une fracture qui est de gauche-droite, encore une fois. Donc c'est marrant, Le Pen refuse la gauche et la droite, mais il y a encore des clivages donc, qu'elle subit ou qu'elle entretient aussi avec Mélenchon. Parce qu'ils sont concurrents aussi, il faut être conscient là-dessus. Donc voilà, moi c'est un peu la grille de lecture que j'ai là-dessus. Je la trouve plutôt lisible au final sur l'état du pays. Ça annonce pas des choses joyeuses, hein, parce que ça veut dire des conflits. Des vraiment. Voilà, moi que ce soit Le Pen ou Macron, sincèrement, je ne nous annonce pas des moments radieux et simples. Voilà, faut être franc avec ça, faut se le dire. Parce que Macron, il va commencer avec une opposition forte. Il y a du monde hein, et du violent en face de lui. Il y a une opposition qui s'est vraiment radicalisée. Et puis Marine Le Pen, vous imaginez bien que ce ne sera pas simple non plus, parce qu'elle aura les optimates qui vont lui taper dedans, et puis les populaires de gauche qui vont pas être très contents non plus. Donc voilà, ça risque de faire des vagues. Mais bon, allez, je vous laisse à votre réflexion et je vous dis à très bientôt.